bah là on a marché quoi, 5-10 minutes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en milieu isolé? Selon moi, on peut déjà dire qu'on est en milieu isolé. On est vite en milieu isolé, beaucoup plus vite qu'on ne le croit ou que la majorité des personnes ne le croient. Donc pour moi, oui, on est déjà en milieu isolé. Parce que là, s'il nous arrive quelque chose, le temps de, il faut prendre en charge directement. Je parle de quelque chose de sérieux. Puis le temps d'appeler le 18 ou le 112, et puis le temps qu'ils viennent, le temps qu'ils localisent, le temps qu'ils trouvent. Si on est capable de décrire vraiment où on est en plus. Tout à fait. Oui, j'ai quitté le parking, je suis monté le parking. Moi, j'ai déjà oublié le nom, donc c'est la première fois que je viens. C'est le parking du Rocher. Il faut monter, on monte 100 mètres, puis c'est à droite, je ne sais plus, il y avait deux... Voilà, donc déjà, on est dans quelque chose d'assez difficile à expliquer. Pourtant, on est à 200 mètres de la route. Et puis, les minutes peuvent rapidement s'allonger, et donc des 10 minutes de base ou des 10 minutes statistiquement notées comme celles pour être prises en charge par les professionnels, elles peuvent rapidement devenir 20, 30, 40, 50. Et suivant la gravité de la blessure, j'imagine que c'est pas le même problème. Ouais. La messe peut être dite dans beaucoup de cas déjà. Ouais. Alors Joël, tu as donc écrit le livre pour commencer Secourir en zone hostile. Tout à fait. Avec un sous-titre qui m'avait beaucoup parlé, donc c'est Se traiter ou traiter un blessé, c'est bien ça hein? Oui. Ouais. Et ensuite, récemment, c'était le petit memento sous forme de fiche, que tu peux montrer à la caméra d'ailleurs. Oui. Secourir en situation hostile, c'est ça? Secourir en situation dégradée. Dégradé. Là maintenant la version anglaise vient de sortir la semaine passée, et Secourir en zone hostile, ou sous-titre Se traiter ou traiter efficacement un blessé. Alors ce serait quoi la zone hostile? Et c'est quoi après une situation dégradée? Alors la zone juste pour poser les mots pour ceux qui écoutent. Oui. Alors c'est de la sémantique, mais elle a son importance parce que à la fois dans la préparation, qu'elle soit au niveau de l'individu ou au niveau de l'équipement, ainsi que dans les actions à mener ou de la manière de les mener, cette sémantique elle a une importance. Donc on va considérer une zone hostile finalement, pour faire simple, comme tout endroit, toute position géographique où l'intégrité physique des personnes est menacée. Donc qu'elles soient menacées directement ou indirectement. Typiquement en pleine ville, dans un pays tranquille, en paix, distributeur automatique de billets, une agression, cet endroit-là, ce lieu-là devient une zone hostile. Pourquoi? Ton intégrité physique, l'intégrité physique des personnes est remise en question, et donc il va falloir agir d'une certaine manière qui est différente de la zone domestique. La situation dégradée, elle fait plutôt référence à quelque chose de temporaire. C'est une situation où la possibilité d'agir librement ou normalement est limitée dans le temps et dans les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Typiquement, une situation dégradée, ça peut être chez nous une coupure d'électricité, le temps qu'on mette la main sur la première lampe de poche ou sur les chandelles, les bougies, et bien là on est dans une situation dégradée, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est limitée dans le temps. Mais cette limite évidemment est variable, ça peut être une minute comme ça peut être plusieurs jours. Donc dégradé, ça pourrait être aussi un contexte séisme, tsunami. Tout à fait. Orléans, tout à fait. Voilà. Katrina, c'est une situation dégradée qui s'étale sur des mois. Ouais, Fukushima. Tout à fait, Fukushima. Là, ça va s'étendre sur des centaines d'années. Tout à fait. Donc, ce qui démontre clairement, mon premier exemple, celui de la coupure d'électricité, puis Fukushima, que la notion de temps, elle est liée. Et l'intégrité des physiques des personnes n'est pas directement menacée, contrairement à la zone hostile. Ouais. Donc voilà un peu la différence sémantique entre ces deux terminologies. Sympa. Ouais. Là, on est en zone hostile. Ou bientôt dégradé, je ne sais pas ce qu'était cette explosion. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas d'où ça venait, c'était une explosion. Bon écoute, je crois qu'il y a un champ de tir, mais il est très loin. Donc, je trouve ça un peu étrange. Il faut voir avec quoi il tire. Bon. Du coup, étant en forêt par exemple, pour un bivouac, voilà, avec toutes les mésaventures qui peuvent arriver, coups de hache, le feu qui se propage sur les polaires Quechua par exemple, en synthétique, tous ces accidents potentiels, ça fait que là on est en milieu plutôt isolé. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi cette notion de milieu dégradé
dans le sens où on n'est pas par rapport à nos repères habituels, on n'est pas à la maison, on n'est pas près d'une route, etc. Je pense Les deux se recoupent ou pas? Le milieu isolé, tant qu'il reste, il reste sous contrôle, même si c'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est-à-dire que les choses continuent de se dérouler normalement en fonction, je parle au niveau de la météo, mais c'est un ratio entre la météo, la préparation de l'individu et son équipement, évidemment. Les choses vont se dérouler tout à fait normalement. C'est quand l'incident se produit, le fameux instant T. Quand l'instant T se produit, c'est clair que le contexte isolé, le milieu isolé, il va falloir agir différemment qu'en milieu domestique où les délais de prise en charge ils sont fatalement réduits. Prise en charge par les secours professionnels sont réduits. Et c'était vraiment la raison en fait du sous-titre que tu as relevé tout à l'heure, de se traiter. Se traiter ou traiter efficacement un blessé. Et ça c'est vraiment quelque chose qui dans mon travail de vulgarisation, même si là aussi c'est pas tout à fait le bon terme, c'est-à-dire d'amener le meilleur de ce qui se fait sur les champs de bataille au niveau des recommandations internationales sur la médecine tactique, et finalement de le vulgariser ou de le rendre simple, mais sans le rendre simpliste, pour qu'il prenne place dans nos contextes, on va dire, ordinaires, même si dans cet ordinaire, on peut y inclure plein de situations extraordinaires. Partir 3 jours dans les Pyrénées en bivouac seul, ça devient une situation extraordinaire. Ça c'est vraiment le fond de mon travail, et s'il y a bien quelque chose qui est très différent dans les doctrines de prise en charge de blessés, en tout cas de secourisme militaire par rapport aux civils ou aux domestiques, c'est cette notion de se secourir soi-même. C'est que durant les premières secondes, les premières minutes qui suivent un impact par balle ou par explosion dans un contexte militaire sur un théâtre d'opération, le seul gars qui peut te sauver, c'est toi-même. Les autres, ils ont autre chose à faire. Ils sont occupés à autre chose, et eux ou sont dans la même situation que toi. Et donc, ça veut dire que ces premières secondes, voire ces premières minutes, le seul sur qui tu peux compter, c'est toi. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite attiré. En tout cas, a attiré mon attention en me disant, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument essayer de transposer au contexte civil, parce que j'avais lu tellement de trucs à propos de gens qui restaient vraiment pantois devant quelque chose qui leur arrive personnellement. Encore dernièrement, j'ai écrit un truc là-dessus, c'est sur, là le nom m'échappe, de ce gars en Italie, ce randonneur qui était tombé. Oui, le nom m'a échappé, mais effectivement, il avait fait une chute en randonnée, il s'était brisé les 2 jambes. Et il s'était brisé les 2 fémurs, il a une hémorragie des fémorales, d'une fémorale, en tout cas à l'autopsie on verra que c'est d'une fémorale. Il a le temps d'appeler les secours italiens, mais les secours italiens ne travaillent pas avec la triangulation des GSM, et donc il doit être rappelé après par les secours, mais en fait, entre-temps, après son premier appel, il perd connaissance, et le gars va jamais pouvoir faire quelque chose. Alors, on va pas refaire le match et se dire, ouais, s'il avait eu un garrot, la formation, il se serait sauvé, etc. Mais la notion à ce moment-là de se secourir, de se traiter soi-même, elle est super importante, parce que si on arrive à remplacer le réflexe que la première chose que tu as à faire, c'est appeler les secours professionnels et compter sur quelqu'un d'autre, alors que ces secondes-là, elles sont vraiment précieuses pour toi. Si on arrive à changer ce paradigme et dire, ok, la première personne sur qui je dois compter, c'est moi, là, on va certainement gagner en capacité de survie des individus. Ouais, là, je te rejoins tout à fait, parce qu'en plus, moi, j'appelle ça de la prophylaxie, en fait. C'est juste, on se lave les mains pour pas tomber malade, on se forme au premier secours aussi. Souvent, c'est pour aider les autres, on est d'accord, c'est pour aider sa femme, c'est pour aider son enfant, machin. Mais en fait, moi, ce qui m'a toujours choqué, dans les formations dispensées, en tout cas aux civils, comme le PSC1, tu vois, en France, c'est qu'on traite toujours quelqu'un d'autre. Oui. Et jamais soi-même. Tout à fait. On ne pose jamais... alors le garrot, quand j'ai commencé moi les formations, c'était déjà interdit, on n'en parlait pas. Les civils n'avaient pas le droit de faire des garrots, uniquement des points de compression ou faire un pansement compressif. Bon, malheureusement, depuis 2015, on va dire, c'est revenu dans le débat civil, mais jamais on apprend à
poser sur soi-même, voilà, un pansement, comment je réagis si je me brûle et pas si quelqu'un d'autre se brûle. Et je trouve qu'il y a une part aussi de responsabilisation de l'individu. Alors, tu me diras, ça fait peut-être très survivaliste sur les bords et tout, mais c'est juste être prêt à quelque chose. Et un événement, un accident domestique tout simplement. Donc je sais pas, quand tu essayes justement de faire passer ce message que la première personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même, moi je suis 100% d'accord. Parce que depuis que j'ai une dizaine d'années, je vais dans les bois, je suis tout seul et je sais très bien que s'il m'arrive quelque chose, il n'y a que sur moi que je peux compter. Et tout le monde n'a pas ce réflexe-là, et notamment en France, je trouve. Non, je sais pas ce que tu en penses. Mais je suis d'accord avec toi et ce constat me pousse depuis maintenant plusieurs années à toujours amplifier, essayer d'amplifier le message, de défricher sur ça, puisque c'est la même chose. Je fais le même constat que toi. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai entamé ma reconversion médicale, un peu plus peut-être maintenant, les premières formations, parce que j'ai vraiment démarré de la base, parce que quand j'étais commando parachutiste, j'étais le médic de mon équipe, mais bon, depuis évidemment les doctrines, elles ont vraiment beaucoup évolué. Mais je me souviens, je me disais à l'époque, un jour si je dois me reconvertir, je me reconvertirai dans le médical, parce que c'est un truc qui m'avait bien parlé. Mais bon, ça faisait que partie d'une des compétences au milieu de plein d'autres qu'il s'agissait d'avoir à ce moment-là, et c'était clairement pas ma compétence première. Et je m'étais dit, un jour, quand ça se présentera, je le ferai. Et quand j'ai commencé à chercher des choses pour vraiment m'initier, donc commencer par les premiers secours, j'ai rencontré un monde, j'ai fait la connaissance avec un monde où je me suis dit, mais c'est pas possible ce décalage. J'avais vraiment l'impression, c'est pas pour casser le truc, mais j'ai commencé avec la Croix-Rouge et j'avais affaire à des personnes qui envisageaient quasiment tout comme même les choses vraiment très graves comme étant finalement mais ça va aller et tout, avec cette espèce de bienveillance bisounours comme ça, où je me disais toujours mais ils vivent dans un monde extraordinaire, quoi, parce que moi j'avais souvenir de mes opérations militaires, de mes zones de conflit où et ça touchait des civils évidemment également. Je prends Kigali 94, civils, enfants, femmes enceintes, vieillards, tout le monde est confronté au problème, mais là dans ce monde-là, c'était vraiment deux mondes. Pour moi, c'était vraiment finalement la conséquence de 5-6 décennies de paix, où les seules choses que visiblement on avait eu dans les contrées où moi j'allais suivre ces cours à gérer que les accidents de la route, les arrêts cardiaques, les petites coupures dans la cuisine, etc. Et donc je me suis dit mais c'est pas possible ce décalage entre... Et puis bon, comme tu as cité 2015 comme date charnière qui est importante, et effectivement elle l'a été, mais on sent de toute manière que les sociétés, on va parler de toutes, les sociétés en général se complexifient, que les possibilités de dégradation de l'environnement momentané se multiplient, et qu'il n'y a aucun indicateur et aucun analyste sérieux qui nous montre qu'on repart dans l'autre sens. Donc pour moi, ça semblait important, et ça continue de sembler important de travailler sur ce que je nomme dans mon livre le triangle de l'efficacité. C'est ce rapport entre savoir-faire et équipement. Et donc l'idée et d'également rompre cette idée avec équipement de je possède donc je suis, mais de comprendre que sans équipement c'est plus compliqué. Il y a le savoir-faire, c'est ce savoir qui est transmis dans les mains, et cet équipement c'est ce qui permet l'efficacité, le résultat final. C'est exactement la même chose en bushcraft. Tout à fait. Soit tu te paluches sur les couteaux sur internet et tu sais rien faire dans la forêt, soit des fois tu essayes d'être un peu minimaliste. Voilà, c'est exactement pareil. Ouais. Et l'idée, c'est de travailler sur ça, sur une approche minimaliste de l'équipement. Et quand l'équipement vient manquer ou quand l'équipement est absent, être capable, en mesure d'improviser. Donc les deux grands axes de mon travail, c'est plutôt de se secourir, se traiter soi-même, et être capable d'improviser ou de travailler avec très peu. D'où l'idée de cette conception de kit toujours plus minimaliste, en étant bien
conscient que plus c'est minimaliste, plus ça a des limites. Mais en réalité, il y a aussi des limites à ce que tu peux faire de toute manière sur place. Elles ne sont pas liées juste à ton équipement, elles sont liées simplement à comment fonctionne la machine humaine et la gravité de ce que tu subis. Et tu parlais justement des interventions militaires. Alors, j'avais assisté très brièvement à un stage qu'on appelle T3C. Alors, il me semble que ça a changé après, c'est TECC que c'est devenu, je ne sais plus quoi. Ça signifie quoi tous ces sigles-là? Alors le T3C, c'est T3C ou TCCC, c'est la même chose, mais on oublie ou on n'en rajoute pas en disant T3C. Et donc il y a son homologue T2C ou TECC. Donc le TCC, c'est le Tactical Combat Casualty Care, c'est vraiment la doctrine américaine, donc DoD, département de défense américain, donc créé par Frank Butler. C'est où il y a eu un gros coup d'accélération sur la remise en question de la doctrine de prise en charge des blessés au combat après la chute du Faucon Noir, Somalie 93, où là le département d'État américain, le département de la défense américain, comprend que là les doctrines qu'ils utilisent, toujours les mêmes depuis le Vietnam, avec le même équipement, on a un sérieux problème et il faut qu'on change ça. Est-ce que c'était pas le fait qu'un opérateur blessé ne sert plus à rien? C'était un peu ça l'idée? Tout à fait, il y avait l'idée non seulement que, sans rentrer dans les détails techniques, les procédures médicales qui étaient appliquées sur le terrain étaient des procédures non seulement qui dataient, mais qui en plus étaient des procédures adaptées du monde civil au monde militaire, et non pas l'inverse, et que l'équipement n'avait jamais subi de réelle recherche pour le faire développer et améliorer ça. Donc ils ont là-dessus commandité une étude qui a été faite par un gars qui s'appelle Bellamy, le colonel Bellamy de l'armée américaine également, qui lui a essayé de déterminer de quoi on meurt sur un champ de bataille. C'était la première chose, évidemment, contre quoi on se bat finalement. Et là-dessus, il a travaillé sur l'autopsie de milliers de corps de soldats morts durant la guerre du Vietnam, et ils ont réussi à faire un panel de causes de décès sur le champ de bataille, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en ont extrait ce qui était évitable. Qu'est-ce qu'on aurait pu, ils se sont posé la question en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait éviter avec peu de matériel et peu de formation pendant les premières minutes, et que le soldat ou le buddy, le gars qui est juste à côté, pourrait éviter. Et donc de là est né le TCCC, qui est vraiment la doctrine tactique, la doctrine militaire de prise en charge des blessés. Et cette doctrine, elle fonctionne aussi bien pour un élément, ce qu'ils appellent AC, tout combattant, que pour le tout BIP. Tout le monde va travailler avec la même doctrine, simplement les gestes ne sont pas les mêmes, fatalement, les compétences ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas le même, mais la doctrine, la manière de prendre en charge est la même. Et elle influence, ce TCCC ou T3C, influence toutes les doctrines de combat, donc le SC en France, pour le citer, sauvetage au combat, c'est clairement inspiré de la doctrine américaine. On peut dire qu'aujourd'hui, il faut leur laisser ça aux cousins américains, ils ont en matière de conflit des décennies d'avance sur tout le monde. C'est sûr. Et de pratique. Et de pratique. Donc ils ont des doctrines qui tiennent vraiment la route. Et aujourd'hui, pour preuve que ça fonctionne, on n'a jamais eu aussi peu de décédés au combat sur les théâtres d'opération que dans les conflits modernes. Alors évidemment, il y a toujours ce qu'on voit sur cette doctrine qui sont les gestes médicaux, mais elle a également beaucoup fait pour l'évolution des EPI, les équipements de protection individuelle, et ça participe évidemment à ces très bons résultats. La nature des conflits a changé également, particulièrement l'apparition des drones qui font que finalement l'opérateur de combat est toujours plus en recul de la ligne de front, mais néanmoins, quand
à toute proportion gardée, ça fonctionne très très bien. Et pour preuve, toutes les armées du monde s'en sont inspirées. Et ensuite, ça a fonctionné tellement bien que ce comité, puisqu'il existe un comité, c'est quelque chose de dynamique qui se remet tout le temps en question. Il y a tout le temps des recommandations qui sont adaptées, qui évoluent avec le temps. Elle a créé un petit frère qui s'appelle le TECC dont tu parlais tout à l'heure, le Tactical Emergency Casualty Care. Donc là, on est plus dans le contexte civil. Donc ça, c'est la doctrine adaptée en tout premier aux forces de l'ordre et également aux secours professionnels médicaux. L'idée était, ce qui fonctionne sur les théâtres d'opération doit bien avoir une utilité dans le contexte civil et particulièrement sur les tueries de masse nombreuses qu'ont connues les Américains avant et surtout à partir de Columbine, où là ils se sont dit ok, ces doctrines on doit pouvoir les déployer sur le terrain. Avec la différence, c'est que le TCCC, il est conçu au départ pour des gaillards de 80-100 kg qui font 1m80, qui font 20 ans, qui ont 25 ans et qui sont en pleine forme, et que là, ce TECC devait pouvoir prendre en charge à la fois des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, vraiment tout. Donc il a fallu quand même les adapter, et puis que, si je prends un élément de doctrine de médecine au combat, que dans la zone rouge, donc la zone de menace directe, la supériorité de feu est la meilleure médecine. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut retourner sur un contexte civil. Sûr, Donc il a fallu adapter, d'où la naissance de ces deux grandes doctrines majeures qui aujourd'hui influencent clairement toutes les autres. Moi je donne toutes sortes de formations dans le contexte, ces livres, des formations très grand public comme ce qu'on nomme Se Secourir, le programme que j'ai créé il y a 2 ans maintenant. Ça c'est pour du grand public, ça se donne un dimanche presque en famille, mais ça provient du TCCC au départ. Un petit coucou à Fred du Club Défense Tactique qui a eu sa formation récemment d'ailleurs. Tout à fait, ouais, comme formateur pour Se Secourir. Ouais. Et je pense que là c'est quelque chose, Se Secourir qui est en train de monter en puissance. Je crois qu'on a des gens là qui vont rejoindre et on va créer quelque chose de grand avec l'idée finalement, c'est de pouvoir amener ça à prix très démocratique. L'idée c'est de jamais dépasser 60-65 € pour toute une journée de formation et la veille une rencontre, une conférence, vraiment pour poser le contexte, faire comprendre l'intérêt de se former et de former sa famille, de s'équiper un minimum, de comprendre en tout cas comment fonctionne l'équipement et puis de passer ensemble toute une journée de formation inspirée de ce qui se fait de mieux mais à un prix vraiment soft pour pouvoir la dispenser au plus grand nombre. Ça c'est vraiment l'essence du projet Se Secourir et comme je disais, tout ça ce sont des dérivés du TCCC. Et pour le coup, tu parles de 60-65 €, c'est exactement le prix d'une formation à la Croix-Rouge. Voilà. Pour le PSC. Tout à fait. Donc c'est l'idée. Alors aujourd'hui, c'est d'essayer de parvenir à ce que grâce au nombre, en formant des formateurs, des moniteurs de qualité, c'est de pouvoir la positionner à côté de celle-là, non pas pour les remplacer, parce qu'en général, je commence mes livres ou mes conférences en parlant du secours en situation dégradée ou en zone hostile. C'est pas une nouvelle manière de porter secours. Un segment, il s'arrête pas d'une manière différente aujourd'hui au XXIe siècle qui ne s'arrêtait au XXe. Donc c'est juste d'autres contextes, une autre manière d'appréhender le circonstanciel. Mais après, les gestes restent les mêmes. Et donc c'est d'amener une formation qui vienne se positionner dans cette offre-là pour la proposer au plus grand public. Alors, on a parlé T3C, TECC, PSC, Se Secourir, tout ça. Il y a plein de vocabulaire dans ce domaine-là, et notamment le IFAK. Oui. Alors, ça veut dire quoi le IFAK? Donc Individual First Aid Kit, donc qu'on pourrait nommer en français le kit de premiers soins individuels.
donc que moi je nomme dans mes livres, parce qu'en général avec les acronymes anglais, en France on a un problème, donc ça c'est aussi un gros travail, puisque comme toutes ces doctrines sont anglo-saxonnes, et au départ quand je donnais ces premiers cours avec mon ami et associé de toujours, Patrice de Harlay, quand on donnait ça, nous on vient, donc moi je suis belge, donc je viens d'un pays où les langues c'est assez compliqué, donc c'est assez coutumier d'utiliser l'anglais pour ne créer aucune, ça crée aucune friction dans une assemblée mixte, ok. Donc les termes anglais sont pas un problème. Et là je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler en France il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à exporter nos formations, que ça coinçait, quoi. Et donc il faut qu'on appelle ça aujourd'hui un kit, tout simplement, parce que un kit c'est kit individuel trauma, quoi. Ça devient un acronyme qu'on peut comprendre. C'est l'acronyme en lui-même. Voilà, donc voilà, l'IFAC c'est, et ça aussi c'est une de mes grosses motivations dans ces projets, c'est de faire comprendre l'importance que malheureusement l'équipement médical, l'équipement de premiers soins, équipement médical, on ne va pas exagérer, l'équipement de premiers soins, c'est quelque chose qui doit être au point de blessure. Voilà. Il ne peut pas être dans ton coffre, il ne peut pas être dans le casier au vestiaire, il ne peut pas être chez toi, il doit être sur le point de blessure. Et le meilleur endroit la meilleure manière pour être certain qu'il soit au point de blessure, c'est de l'avoir sur l'homme. Voilà. Et donc ça c'est un de nos chevaux de bataille, c'est une croisade qu'on mène, c'est l'idée de faire comprendre que le kit il doit être... Alors c'est un problème d'avoir cet IFAC toujours sur soi. Dans la doctrine militaire, quand tu dois porter secours au buddy, à ton équipier, tu utilises son kit, celui qui est sur lui. Pourquoi ? Parce que peut-être que toi, pendant que tu es en train de porter secours, la prochaine elle est pour toi, tu vois. Et là tu vas utiliser ton kit pour toi. Et donc on essaye de s'inspirer de ça, parce que, alors, fatalement, dans un contexte, tu parlais du bushcraft tout à l'heure, tu te coupes avec ta hache, ou ton pote se coupe avec la hache, tu prends ton kit, normalement, si toi tu te recoupes dans la seconde, bon, ça commence à être un peu tiré par les cheveux, donc ça a peut-être un peu moins de sens. Mais l'idée, c'est, si on arrive à faire évoluer les choses, alors ça se fait pas en 6 mois, ça se fait même pas en 1 an, ça va se faire, c'est comme le coût des extincteurs ou des kits dans les bagnoles, c'est un truc de sécurité dans les voitures. Tout à fait, c'est un truc qui s'étale sur des décennies. Mais amener le message, faire comprendre que le kit doit être sur la personne, c'est un petit peu, beaucoup plus modestement, la même réflexion que sur le TCCC. Ils se disent à un moment, ok voilà on a une doctrine, mais il faut aussi qu'on travaille sur le matériel, parce que le matériel il n'est pas adapté. Nous on s'est fait le même constat, c'est que le matériel n'est pas adapté. Tu ne vas pas te balader avec une cartache gigantesque où il te faut un sac à dos pour la transporter. Donc l'idée c'était de minimiser les kits le plus possible, à la fois en encombrement et à la fois en poids, pour donner quand même l'envie de les emporter et de ne pas les prendre 2 fois avec et puis de se dire ouais, tu sais quoi, je le prends plus, trop lourd, trop gros, ça fait chier, je le laisse dans le vide-poche de la bagnole, quoi. Parce que on prenait l'exemple de notre gars tout à l'heure là dans sa crevasse qui tombe, là, le randonneur en Italie, le randonneur français, ce gars, si ça se trouve, au moment où il tombe, il n'a pas son sac sur le dos. S'il est dans le sac, c'est dommage, le kit, tu vois. S'il perd pendant la chute son sac, c'est dommage. Le sac avec 2 fémurs brisés, même s'il est à 10 mètres, tu vas pas le chercher. Donc ça veut dire que le kit, il doit être où ? Il doit être sur l'homme, donc dans la poche cargo, et encore idéalement, il doit être à la ceinture. C'est l'endroit où il va être le plus accessible, même si tu as une fracture sur un des 2 bras, voilà. Donc à la ceinture. L'IFAC, il est individuel et il est sur la personne. Du coup, il y a aussi une question que je m'étais posée quand j'avais composé mes IFAC, parce que j'en ai plusieurs. Est-ce que ça fait sens du coup de diviser, enfin peut-être pas de diviser, mais d'avoir une certaine redondance? Je te donne juste un exemple. Quand je vais dans les bois, forcément, j'ai pas envie de prendre la même trousse que celle que j'ai dans la voiture. Quand je vais au travail, je ne prends pas la même trousse que celle que j'ai dans les bois. Donc est-ce que ça fait sens pour toi d'avoir plusieurs trousses avec parfois des objets qui reviennent, ou alors est-ce qu'il vaudrait mieux avoir une petite trousse polyvalente que tu prends dans toutes les situations? Alors,
Moi, je suis dans cette dynamique-là plutôt. J'en ai une, elle est là à ma ceinture aujourd'hui. Et si quand je rentre dans ma cabane tout à l'heure, je me décide à aller tronçonner et fendre du bois, j'aurai la même à la ceinture. Après, en avoir plusieurs, moi, la seule chose qui justifie d'en avoir plusieurs, c'est ce qu'on nomme la bobologie. Parce que pour moi, le kit que j'ai à la ceinture, c'est un kit trauma, c'est un kit qui est là pour me sauver de ce qui est sauvable sur quelque chose qui, si je ne traite pas, entraînera très probablement le décès dans les minutes qui suivront la blessure. Pour la bobologie, déjà, il n'y a pas cette notion d'urgence. C'est quelque chose qui peut être retardé dans le temps. Donc, je peux retourner à mon sac, retourner à ma voiture pour me percer une cloque due à la friction pendant la marche ou me retirer une écharde dans le doigt. Par contre, donc là, pour la bobologie, moi je la verrais toujours en dehors du kit principal ou alors avec un kit adapté comme le kit qu'on a développé pour Solutions Trauma, le kit Travel. Il y a un compartiment pour la bobologie et une partie pour la trauma, les urgences vitales. Alors pourquoi l'avoir séparé ? Parce que ça, c'est quelque chose auquel on doit avoir accès souvent. Et quand on a commencé à réfléchir, nous, avec Patrice, pour les kits Solutions Trauma, il y a eu un parti pris. Le parti pris, ça a été de mettre tout sous vide. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on a conçu ces kits, nous, on les a conçus en tout premier pour nous. Pour nos missions à l'étranger. Quand on a créé Celops, il y a une dizaine d'années, on était amené à partir dans des zones qui étaient soit fort humides, soit fort poussiéreuses, fort chaudes, et à balloter du matériel à gauche, à droite tout le temps, et on se rendait compte que finalement les kits souffraient énormément. Alors on a mis notre premier kit pour une mission suivante, on l'a mis sous vide pour nous. On s'est dit au moins comme ça, on ne subira pas les pertes qu'on avait subies sur un séjour très humide en Afrique et très pluvieux, où notre matériel avait vraiment souffert au point pour une partie de devenir inopérationnel. Et donc ensuite on a donné pas mal de formations à l'étranger, Moyen-Orient et Afrique, et les clients, les bénéficiaires de nos formations ont été intéressés par ces kits et on a commencé à devoir en produire pour eux. Au début, on les a fait sur mesure pour nos clients. Et puis, on s'est rendu compte qu'on instruisait une formation qui n'était pas en adéquation avec le contenu du kit, puisque ce dont on parlait dans la formation était scrupuleusement le contenu identique de ce que nous on avait reçu en amont dans nos formations TCCC classiques militaires, et c'était pas spécialement le même équipement. De là on a commencé à travailler en respectant exactement les mêmes recommandations, les mêmes gestes dans la même séquence, mais adaptés au matériel qu'on utilisait dans nos kits, et finalement la formation, tout en étant en adéquation avec les recommandations, tournait autour du kit. Et le concept a continué d'évoluer de cette manière, en réduisant toujours les kits en fonction de l'opérateur à qui il s'adresse. On n'a pas besoin de la même chose si on va dans les bois, comme tu en parlais tout à l'heure, ou moi celui que j'ai à la ceinture aujourd'hui dans ma vie civile de tous les jours, ou l'opérateur qui part en Libye et qui sait qu'il va être exposé potentiellement dans des moments de conflit. Donc on a des kits qui sont différents, donc ça rejoint ta question. Avoir plusieurs kits, pour moi, avoir des kits qui sont adaptés quand même aux circonstances dans lesquelles on va, ça a du sens. Tu ne risques pas la même chose dans les circonstances dont j'ai parlé que chez toi. Ensuite, la bobologie, certainement en dehors. Pourquoi ? Puisque si tu fais le choix, comme nous on l'a fait, d'avoir un kit sous vide, tu ne vas pas craquer ton kit pour te percer une cloque. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'idée du kit sous vide, ça permet quoi ? Ça permet de le protéger contre l'environnement, contre la pluie, la poussière, l'humidité. Ça permet de ne rien perdre. Ça permet d'être certain que tu n'as rien sorti à un moment pour t'entraîner un jour chez toi et puis que tu as mis sur la table parce que le chien faisait une connerie et tu es intervenu puis tu as tout ramassé. Puis le jour où tu as besoin de ce kit, il te manque ce truc et là tu as l'image qui te passe comme dernière image. Putain, le garrot il est là sur la table du salon, je l'ai oublié, ça déconne et je suis en train de mourir dans cette crevasse comme un con parce que je ne l'ai pas remis. Ça évite ça. S'il est là, tout est dedans, c'est sûr et certain. Et donc
Et dernier avantage, comme nous on forme également des opérateurs professionnels, ça permet par exemple pour un chef d'équipe de contrôler, il n'a qu'à passer la main ou regarder sur les gilets, tout le monde a le kit, c'est que tout le monde a le kit et que rien ne manque, on est sûr, il est là ou il n'est pas là. Voilà, donc c'est un parti pris. Alors il est discutable. On pourrait avoir envie de se dire j'ai envie de pouvoir tripoter, voir si tout est là, si les dates sont encore bonnes. J'ai envie de changer ce truc-là pour mettre celui-ci à la place. Voilà, c'est discutable. J'ai envie de faire un unboxing sur YouTube. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est chiant avec un sous-vide. Parce que là, tu as craqué ton sous-vide et puis pour le remettre sous vide, c'est con. Donc voilà, c'est un parti pris, c'est le nôtre. Il est basé sur notre parcours à nous. Quelqu'un avec un autre parcours va peut-être avoir de très bons arguments pour te dire le contraire. Moi aujourd'hui, avec mon expérience, qui n'est que la mienne, et me fait dire que c'est le bon choix pour la partie urgence vitale. Vraiment, les trucs où je veux être sûr que je l'ai et que tout est dedans et que j'ai pas besoin de chaque fois recontrôler et que si ça rince pendant mon bivouac, je m'en fous. Je sais que si j'en ai besoin, je craque, tout est là. Tu vois. Par contre, un petit kit additionnel, pour la bobologie et les petits trucs que je serais amené à craquer, je dis oui. Ouais. Bah, c'est un petit peu ça que j'ai. Alors attends, je vais réactiver ce foutu appareil photo qui s'éteint au bout de 20 minutes. Juste pour qu'on puisse montrer à la caméra. Voilà. Donc très souvent, sur moi, j'ai ce petit kit là que j'avais composé il y a déjà quelques années. On pourra regarder un petit coup tout à l'heure. Et puis sur ma ceinture que je porte quand j'ai une grosse veste et que j'ai pas forcément accès facilement à la ceinture de mon pantalon, donc j'ai le gros ceinturon là de mon partenaire Garfitam, pour ne pas le citer. Ouais. Et ben effectivement à l'arrière, monsieur est connaisseur. Voilà, la petite trousse solution trauma. Ouais. Bah écoute, on la montre à la caméra et je te laisse la présenter si tu veux. Bah écoute, c'est quel modèle ? Bonne question, je ne sais absolument pas. D'accord. Ça a l'air d'être un intermédiaire. C'est le médium, je crois, intermédiaire. Donc nous, les kits, on travaille là-dessus depuis un bon bout de temps maintenant. Là, on est, j'en sais rien, on doit être à la version 6 ou 7 à mon avis au niveau des putsch. Donc au départ on a conçu les kits qui sont dedans et comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille avec des kits qui sont des kits sous vide. Donc ceci c'est un intermédiaire, donc ça c'est vraiment le bon à tout faire. C'est le bon rapport entre ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur et l'encombrement, la compacité donc, et le poids du kit. Donc on a un kit d'une taille raisonnable, il est conçu dans un putsch qui ne sert a priori, on l'a conçu que pour ce kit. Il est plus à considérer comme une protection et une possibilité d'emport du kit que réellement comme un putsch puisqu'il est conçu pour ce kit. Ouais, il est fait. C'est vraiment qu'on peut le mettre parfaitement, comme tu le disais tout à l'heure, à la ceinture. Et c'est vrai que quand je m'installe avec un copain, par exemple, pour faire un bivouac, tu vois, on prépare notre camp, et forcément, on va se déplacer. On va aller un petit peu plus loin pour récolter du bois, couper. Alors, on utilise des scies, on utilise des haches, on utilise franchement des objets qui peuvent se révéler dangereux quand on n'y prend pas garde. Et à la base, j'avais quand même une grosse trousse avec moi, et à chaque fois, elle restait accrochée sur les passants molis de mon sac à dos. Je me suis dit, mais t'es à 100 mètres de ton sac, tu es en train de récolter du bois avec des trucs, avec de la hache, machin. Si t'arrive un truc, si la hache rip ou quoi que ce soit, bah c'est pour ta gueule, quoi. C'est clair. Donc le gros avantage là, c'est que maintenant j'ai cette discipline. De toute façon, elle quitte jamais la ceinture, même quand je la range. Donc on a ça à la ceinture facilement, ça se met dans le dos, ça se fait très bien oublier. Je suis content parce que la ceinture de ton équipementier est vraiment super, quoi. Ceci dit au passage, vraiment un beau produit, un beau matos, ça donne envie. Mais elle est très large. Ouais, elle est très large, elle fait 80 mm de large. Et je vois que le kit va dedans sans que tu l'aies aménagé, parce que ça a été une des conceptions. C'était une très bonne surprise. C'était de faire un passant très large justement pour les ceintures de charge aussi des policiers.
Là, on pense spécialement aux policiers municipaux qui ouais. n'étaient pas, au moment où on a commencé à réfléchir à ça, aussi systématiquement qu'aujourd'hui équipés de porte-plaques et de gilets. Donc elle va dans une ceinture assez large et par contre elle est équipée molly également si on veut la mettre. Donc elle peut aller sur une ceinture plus étroite comme la mienne et sur du molly, sur une ceinture très large comme la tienne. Et donc voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, avec l'idée qu'elle se fasse oublier, qu'elle soit là tout le temps au point de blessure sur l'homme. Exactement, l'exemple dont tu as parlé tout à l'heure est parfait, quoi. Il suffit qu'à ce moment-là, tu te retrouves dans la situation, toi, de glisser, d'être au fond du trou, avec là dans le fond ta fémorale sectionnée ou ta poplitée, donc l'artère qui passe ici dans le pliant du genou, sectionnée par ton tibia ou par ton fémur. Si tu n'as pas quelque chose pour stopper ce segment-là, dans les 4 minutes, tu vas très probablement être incapable de crier quoi que ce soit, tu vas être faible, voire perdre complètement connaissance, et il y a de fortes chances que 4 minutes plus tard, donc 8 à 10 minutes après la blessure, tu décèdes d'une exsanguination. Si tu l'as là, tu peux en mettre la main dessus et tu vas pouvoir traiter, quoi. Ouais. Donc c'est intéressant. Et le système d'ouverture aussi qui est intéressant. Donc on voulait vraiment que... Alors les premiers, on avait constaté après une intervention que moi j'avais eue notamment au Mali, qu'avec les mains pleines de sang, il pouvait être difficile à sortir. Avant, le putsch il était complètement fermé. Donc là ensuite on a créé... avec les mains gelées. Ah oui. Quand il a neigé là, j'étais mal couvert, clairement. Ouais. J'avais vraiment la dextérité, c'était fini là. Et du coup, j'ai quand même essayé par curiosité. Et bon, faut serrer les dents, mais ça marche. Oui, mais c'est la raison pour laquelle on a créé cette ouverture. Et donc, on peut l'éventrer complètement. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce kit, il a encore évolué. Parce qu'on s'est rendu compte avec des retours d'utilisateurs, on tient énormément compte dans le développement des retours utilisateurs, que c'était après difficile pour les personnes pour le reconditionner. Ça c'était un premier point, non, un deuxième point, c'était plutôt le point accessoire, parce que ce soit difficile à reconditionner, mon Dieu, on aurait pu laisser le kit comme ça. Mais ce qui était un problème surtout, c'est que ce kit là, il équipe des gens de terrain. Et tu pourrais te ramener à sortir ce kit pour te traiter au point de blessure par exemple, ou en zone orange derrière le premier abri après une attaque. Et tu ouvres et puis à ce moment, retour de l'agresseur ou reprise du feu. Et là, ton kit, il tombait par terre et en réalité, tu fouillais ou tu te mettais sous l'abri suivant et ton kit, il restait au premier endroit de sortir. Donc là, ça c'est quelque chose qui a été modifié sur le millésime 2021 où maintenant, toute cette partie-ci, elle reste fermée. Et ici, il y a un système d'élastique assez large qui fait que le kit, même s'il est complètement ouvert et que là, tu dois repartir, il reste en position. Et donc voilà, ça c'est une évolution de cette année et c'est juste pour expliquer que le concept il est en constante évolution par des retours d'utilisateurs parce que on a beaucoup de chance, c'est que on a énormément de retours d'utilisateurs du monde entier, en tout cas des zones dans lesquelles on travaille, notamment Moyen-Orient, Afrique et Europe, de tout contexte, des bushcrafters, des randonneurs, des opérateurs mili, des policiers, des aventuriers au long cours et donc ça nous permet de tout le temps faire évoluer le produit en fonction des réalités de terrain et des différents terrains. C'est pour ça que la gamme s'étoffe un petit peu et que là, on est sur la gamme civile. D'ici avril va sortir la gamme Pro aux spécifications mil-spec avec des produits un peu plus sophistiqués à l'intérieur, mais fatalement des kits plus encombrants, plus onéreux et plus lourds. Mais donc voilà, là ça c'est un peu le concept de ces kits. Là tu as l'intermédiaire, moi celui que j'ai ici c'est le compact, lui c'est le seul qui n'a pas de molly parce qu'il est vraiment fait pour le citoyen, mais pour le coup on est vraiment avec un kit qui sait se faire oublier, qui est très très tu vois, qui est
très compact. Moi, quand j'ai ça à la ceinture, avant je baladais celui-ci, mais j'avoue que quand tu as les voitures avec les sièges modernes, machin et tout, il embête sur le renfort qui est ici, tandis que celui-ci vient vraiment dans le coin, dans le pliant, et c'est un kit qui se fait vraiment oublier. Donc là, on parvient à notre but, à avoir des kits que tu as sur toi tout le temps sans te rendre compte que tu les as sur toi. Exactement. Tu viens juste de me rappeler une chose, tu vois, le fait que ce soit sous vide. Oui. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit stérile. Non, rien du tout. Et les pansements israéliens, tu sais, les fameux pansements compressifs sous vide. Oui. C'est pareil. Ou est-ce Bah, qu'il y a un rôle de en réalité, stérile? ils sont sous vide, très probablement, on a envie de le croire. Ils sont sous vide. Ok, soyons plus sérieusement, ces pansements sont sous vide. Dès que je l'ai ouvert, ils ne le sont plus. Okay, ils sont juste propres, ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est propre. Mais stérile, ça n'est plus. La stérilité au point de blessure, ça n'a absolument aucune importance. Alors travailler le plus propre possible, ça doit nous motiver à faire les choses d'une certaine manière. Après, voilà, la possible, il est tenu. Tu traites, il y a de la boue partout, ton pansement il tombe par terre, c'est le seul que tu as. Bon, on fait quoi? On va pas le mettre sur le côté, il est sale, je l'utilise pas. Ben non, tu l'utilises. Donc travailler le plus propre possible, mais la stérilité n'a aucun intérêt, excepté au niveau de la conservation, ça conserve quoi. Voilà. Et tu avais juste parlé de zone orange, de zone rouge, et il y a la zone verte également. Oui. Est-ce que tu peux juste expliquer ça pour nos auditeurs? Oui, donc les trois zones, là on est plus en contexte sous le feu, ce genre de choses. On pourrait dire ça, mais dans l'absolu, et ça c'est quelque chose, alors il y a encore beaucoup à dire, je vais essayer d'être synthétique là-dessus, mais déjà le tout premier point, il faut savoir que la WMS, Wilderness Medical Society, c'est un peu l'équivalent du TCCC, mais pour tout ce qui est milieu sauvage, milieu naturel. Alors évidemment, je l'avais rencontré en Écosse. Évidemment, c'est américain, avec des ramifications puissantes dans le monde entier, particulièrement dans le monde anglo-saxon. Donc d'où toi en Angleterre, ils travaillent beaucoup avec l'Angleterre, qui sont fort friands de ça, parce que là-bas, dans ces régions, fatalement, le milieu isolé, ça veut encore dire quelque chose. Et puis c'est une histoire de culture, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on peut être en milieu isolé là où on est aussi, mais je sais pas, en France, culturellement, il y a cette notion, et ça c'est purement de l'éducation et de la mentalité. C'est qu'ici, on est tellement habitué à l'État-providence qui va prendre soin de nous, qui s'occupe de tout, va aller consommer tranquillement, on s'occupe du reste. Tu vois, c'est un peu ça le délire ici. Vous êtes blessé, appelez-nous, on s'en occupe. Vous êtes agressé, appelez-nous, on s'en occupe. Et l'Américain, globalement, n'est pas comme ça, parce que le pays ne s'est pas construit de la même manière, parce que les espaces sont beaucoup plus grands, et puis parce qu'il y a toute une frange de la population là-bas, tu as déjà été plusieurs fois, tu connais aussi, qui est farouchement opposée à toute notion de contrôle. C'est la liberté qui vient en tout premier. Tout à fait. Ce qui n'est pas délirant en fait quand il réfléchit. Moi ça me parle. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu viens de parler de la façon culturelle qu'on a de réagir face aux événements. Moi j'ai juste un exemple qui est, tu sais, ces vidéos d'information pour les attaques terroristes. Auxquelles malheureusement on a eu droit depuis quelques années. Aux États-Unis, eux, leur slogan c'est Run, Hide, Fight. Donc courir, se cacher et combattre. Vraiment dernier recours. Avec cette vidéo, tu as dû la voir où il y a un mass shooter qui arrive dans les vidéos. Et en France, on a eu exactement le même pendant avec des jolies infographies, tu sais, colorées un peu en pastel pour pas que ce soit trop agressif. Tout à fait. Avec non, ils n'ont pas osé de mettre du comics en NS, mais on était quand même limite. Et le slogan là, c'est courir, se cacher et fuir ou alerter. Alerter. Ouais, c'est ça, alerter. Donc voilà, on a quand même un état d'esprit. Tout à fait. Un état d'esprit qui, voilà, je trouve que c'est encore, tu vois, l'idée de se traiter, c'est l'idée de se prendre en charge, c'est l'idée de se responsabiliser, quoi. C'est d'accepter ses responsabilités à un certain moment, je pense. Tout à fait. Et là, je fais encore une rétro-boucle avec mon constat tout à l'heure par rapport à mes premiers contacts avec les formations de la Croix-Rouge il y a 12 ans, ce côté bisounours. Prends l'exemple avec un langage corporate aussi. Hein. Tu sais que moi, j'ai fait une formation Croix-Rouge où on t'expliquait que mettre des gants au moment d'intervenir sur quelqu'un qui pisse le sang, c'est une situation gagnant-gagnant.
Parce que tu vois, tu te protèges toi, Et mais tu tu vas le aussi protèges. protéger un petit peu. C'est beau, Ça, tu vois. Gagnant-gagnant. Ouais, non, Ouais. c'est incroyable. Et c'est dommage parce que ça renforce pas. Et je pense que, bon, bah, c'est pas l'objet ici. On pourrait en parler la journée. Ce serait cool d'ailleurs. Mais je pense que malheureusement, c'est une volonté de toujours faire en sorte qu'on reste dans un tout petit carré. Où on est des citoyens dépendants, voilà, des citoyens dépendants, peu combatifs et dépendants. Et parce que ça ne tient pas la route, et c'est ça qui est chiant, c'est qu'on dépense des millions d'euros dans des campagnes, chez des graphistes, des machins, et des gars qui vont réfléchir au concept, comment quand même utiliser un troisième mot, hein, n'utilise alors que courir et se cacher, tu vois, plutôt qu'un truc à la con, alerter, on s'en doute, tu vois, mais il faut quand même utiliser un troisième mot parce que c'était bien, 3, tu vois, et tu prends l'exemple, un simple exemple d'un hôtel, un tireur actif qui rentre, il est au rez-de-chaussée, toi tu venais vers la réception à ce moment-là, wow, ta réaction c'est donc tu as droit à courir, cacher, alerter, tu vois, ok, courir, alerter, je cours, je mets, hein, mais moi d'où je viens, il n'y a que des chambres qui sont fermées, la seule chose qui est ouverte c'est un local à brosse, je rentre dans le cache à brosse, se cacher, je prends la deuxième stratégie, donc là j'ai toujours mes 3 stratégies, ça tire, et puis le gars commence, il rentre dans mon couloir et il essaye d'ouvrir les portes, il y en a une et puis à un moment il arrive à la mienne. Et là moi j'en ai 3, j'ai courir sur moi-même, tu vois, j'ai me cacher, bah, je sais pas, en dessous des brosses, mais je suis déjà caché, ou j'ai alerté, je ne sais pas alerter qui quand le gars va rentrer. Donc c'est nul, on transforme ce truc en un truc qui finalement, les gars qui le pensent là, outre-mer, ils essayent de penser le truc pour que ça soit efficace. Et quand ça arrive ici, il y a un mec qui va élaguer un des pans principaux. Parce que quand on va jusqu'au bout de cette doctrine qu'on instruit, dont je parle dans le livre, dont je parle dans les guides, et qu'on instruit, c'est, qu'est-ce qu'on dit? On dit, la doctrine jusqu'au bout, c'est courir si tu peux, tu vois. Cache-toi si tu ne peux pas courir, tu vois. Bats-toi si tu ne peux ni l'un ni l'autre. Ça tient la route, tu vois. Qu'est-ce que tu vas ajouter à ça? Cours si tu peux, cache-toi si tu peux, alerte si tu peux ni l'un ni l'autre. Enfin, il y a un moment où foutu pour foutu, voilà. Hein, mais bien sûr, tu ramasses le premier extincteur et tu y vas, quoi. Tu le vis dans... Enfin, tu essayes de quelque chose, mais alerter, enfin, c'est... Et si j'alerte, quoi, le gars il s'arrête, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment payé si on fait des retakes sur le passé. Mais bon, voilà, on s'égare. Donc, on parlait des couleurs. Des couleurs. Donc là, on va terminer la digression. Alors voilà pourquoi tu me disais, est-ce que c'est spécifique aux situations dégradées ou au contexte hostile? En réalité, de moins en moins, parce que la WMS, donc je répète pour les auditeurs, donc c'est on va dire le comité qui émet toutes les recommandations médicales depuis le premier soin jusqu'à la médecine pour toutes les activités en milieu naturel. Donc ça peut être toutes les recommandations pour la plongée sous-marine, pour la montagne, pour les treks au très long cours, etc. etc. Ils ont adopté il y a, je pense, 5 ans. La date n'est pas, voilà, c'est pas ça qui est important et c'est précis là dans mon propos. Mais environ 5 ans, je pense, quand j'avais repassé la deuxième fois ma certification WMS, le même protocole que dans le secours tactique et le même concept aussi de parler de zone. Pourquoi? Parce que fatalement, prenons un gars qui fait une chute sur un rocher, on grimpe, il fait une chute. Suite à un éboulis, il vient prendre une grippe, il a mis son coinceur, à un moment ça arrache, ça cale, il tombe, il est blessé, il s'est... briser le bassin à l'atterrissage et c'est très menaçant. Eh bien, ce concept de zone, il pourrait parfaitement être adapté là-bas aussi, en considérant, et donc là je contextualise ce fameux concept de zone. Donc déjà en introduction, pour être clair, on parle de zone, c'est un moyen didactique de faire passer le message. Mais en réalité, il est plus juste de parler en termes de menace. Donc on parle de zone rouge, de zone orange, de zone verte. Mais les anglo-saxons parlent aussi de hot zone, de warm zone, de cold zone, donc de zone chaude, de zone tiède et de zone froide. On peut parler, alors en médecine tactique, ça porte encore une autre terminologie que ça, mais peu importe, la zone rouge, orange et verte,
c'est plutôt pas mal, c'est la métaphore du feu rouge. Oui, dans la zone rouge, c'est celle où on peut rien faire, médicalement on peut quasiment rien faire. Dans la zone orange, on peut un peu faire, mais attention, tu vois, et dans la zone verte, on peut tout faire. C'est un peu ça l'idée de ces zones. Et en réalité, en matière de menace, la zone rouge, c'est où la menace est directe. Si je retourne dans mon hôtel de tout à l'heure, c'est je suis à la réception, le tireur fou franchit les portes et il commence à ferrailler. Là, je suis clairement dans la zone rouge, dans la menace directe, c'est-à-dire qu'il peut directement porter atteinte à mon intégrité physique. La zone orange, c'est la zone de menace indirecte. Donc, typiquement, dans mon exemple de tout à l'heure, c'est le placard à balai, je suis dans la zone orange. C'est encore dangereux, mais on ne peut plus porter atteinte à mon intégrité de manière directe. Et enfin, la zone verte, ce serait loin sur le parking qui jouxte l'hôtel, derrière un abri en dur, voilà. Là, ce serait ce qu'on pourrait dire une zone verte, donc une zone sûre. Donc on a la zone de menace directe, zone rouge, la zone de menace indirecte, la zone orange, et la zone sûre, la zone verte. Et bien là, si je retourne au pied de ma falaise, au pied des boulis, je suis dans une zone rouge. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne vais pas commencer à déballer mon kit et à prendre en charge complètement mon blessé. Je vais considérer que c'est une zone de menace directe, je suis menacé par les boulis, lui aussi, et je vais agir comme dans la doctrine militaire, entre gros guillemets. Et la zone orange, ce sera typiquement 10 mètres plus loin, où je sais que si ces pierres tombent, elles ne vont plus me tomber dessus. Et la zone verte, ce serait peut-être retourner au véhicule sur le parking, où là je suis très loin de cette zone, et même si les boulis, même si les pierres roulent sur le chemin, même si elles rebondissent, c'est tout. Voilà, ça ne peut plus arriver. Voilà un peu l'idée. C'est un peu tiré par les cheveux quand c'est exposé comme ça, mais finalement c'est transposable partout. Ça pourrait quasiment l'être à la cuisine, où le poêlon déborde, où la friteuse déborde et se met en feu, je suis brûlé, ou je me coupe parce que j'avais un couteau à ce moment-là et les flammes me surprennent, je pisse le sang, mais c'est pas là, à cet endroit-là, que je vais me traiter. Donc finalement, c'est plutôt une manière de penser où on se rend compte, et c'est ce qu'a fait le WMS, c'est qu'une fois que c'est assimilé, on se dit, mais en fait, c'est pas mal du tout ce truc. C'est transposable partout. Ouais, tout à fait. Voilà, l'histoire des zones. Non, je rigolais parce que tu parlais du tireur fou, mais on a plutôt l'habitude d'entendre parler de voiture folle, tu sais. Oui. Je voulais te corriger et dire plutôt la Kalachnikov folle, tu vois. Oui. Ça aurait été plus précis. Oui, et puis en fait, ce système de couleurs... Moi, je fais pas d'amalgame, donc... Ah non, mais pas du tout. Kalash, tous les possesseurs de Kalash. Ou ça peut être sont des AR-15 aussi, pour ceux qui préfèrent. Une AR-15 folle, écoute. Ouais. Sous licence de la FF-Tier, bien entendu. Tu parlais justement de ces couleurs-là, et en fait, c'est vraiment des moyens mnémotechniques. C'est comme tous les acronymes qu'on peut voir, les marches, les trucs comme ça. Et ces acronymes-là sous stress, ça a son importance quand même, non ? Oui. C'est typiquement militaire, les acronymes, c'est un truc qui nous vient du monde militaire. Ou de l'éducation nationale, je te rassure, moi j'en vois tous les jours. Mais c'est vrai qu'en France, il y en a partout. Il y en a partout. Mais ça marche bien finalement, ça permet de... Pas toujours, enfin dans le domaine médical sûrement, mais dans l'éducation... Dans le militaire et dans le médical, ça marche plutôt pas mal, quoi. Ça permet de finalement mettre beaucoup de matière dans un mot où finalement ça t'oblige pas à te rappeler toute la matière, mais elle vient par vagues successives, par tranches successives, et le fait de les ordonner, elle vient dans le bon ordre, tu vois, puisque clairement sur les premiers soins, des premiers soins efficaces, je parle lors d'urgence vitale, reviennent à traiter en premier ce qui va tuer en premier. Et donc pour ça, l'idée c'est d'essayer d'être ordonné et séquencé. Et c'est pas à nous, au point de blessure, avec peu ou pas de connaissances médicales, d'évaluer à ce moment-là par quoi serait-il bien de commencer. Il y a des gars qui ont fait des décennies d'études et qui pensent ce concept-là depuis d'années, de génération de médecins en génération de médecins et autres, infirmiers, tous ces corps qui réfléchissent, ces comités qui réfléchissent à comment faire évoluer les pratiques, de se dire ok, commencez par ça parce que ça va tuer le gars en premier, tu vois. On pourrait se dire en premier, moi, si j'arrête de respirer,
très rapidement, je vais mourir. C'est ça qui va me tuer en premier, quoi. Moi, quand je vais dans ma baignoire, si je mets la tête sous l'eau, 1 minute 20 après, s'il me faut de l'air, sinon je vais mourir, tu vois. Et donc, on aura envie de se dire ça. En réalité, c'est pas ça qui va te tuer en premier. Ce qui va te tuer en premier, c'est une exsanguination, c'est un segment massif. Ça va te tuer en tout premier. Donc, on va traiter ça en premier. Et puis, rapidement, ce qui va te tuer en deuxième, c'est probablement si tu sais plus respirer parce que tu as plein de seins, plein de terre dans la bouche ou des fragments de dents ou d'os après une chute, ça te tuera aussi. Mais donc, ces gars, ils pensent à un ordre. Et ce qui est intéressant, tu parlais de stress tout à l'heure, c'est qu'au point de blessure, il y a, là je parle de blessures sérieuses, de blessures qui peuvent entraîner la mort, il y a un degré de stress qui est important à la fois de la part de la victime, si elle est encore consciente, et clairement de la part des observateurs. Si tu es tout seul, en plus, voilà, il n'y a pas vraiment à tortiller, c'est toi qui vas devoir t'y coller, et si pas, il va y avoir de la prostration, les gens vont être là et ils vont se regarder, on fait quoi, comment, et là si toi tu as un minimum de connaissances et que ces connaissances sont entretenues, ces moyens mnémotechniques, ces acronymes, ils vont venir à toi et là tu vas dérouler, tu vois. Alors ça va certainement pas être aussi vite qu'à l'entraînement, à moins que tu sois très bien entraîné, mais ces choses elles vont venir et tu vas probablement en oublier certaines, tu vois, mais elles vont venir et elles vont venir dans l'ordre puisque tu es aidé par ce fil conducteur. Donc l'acronyme fonctionne, c'est efficace, ça marche. Donc super, très bien. Et si on doit quitter le domaine des premiers secours, tu es aussi l'auteur de différents livres, notamment le roman « Et ce qu'il reste en moi est une part d'inhumanité ». Ouais. C'est bien cela? C'est presque ça, mais c'est un titre à rallonge, donc je ne t'en veux pas. Mais ce qui persiste en moi est ce fragment d'inhumanité. Ouais, c'est vrai que j'ai écrit d'autres bouquins. Que des livres de secours et dont ce roman-là. C'était mon deuxième roman. Voilà. Le premier c'était Karma Africa. Karma Africa, ouais. Donc les deux ont en commun de parler quelque part de zones hostiles. Ils parlent de la guerre civile qui déchire, le premier Karma Africa, la guerre civile qui déchire la Somalie depuis plus de 40 ans maintenant. Moi, ça a été ma première opération militaire. En Somalie en 93 et donc voilà le filigrane de ce roman c'est cette mission. Alors ça parle pas, c'est une histoire fragmentée, ça se passe et puis à chaque fois un flashback, les chapitres sont alternés donc ça se passe, c'est contemporain puis un flashback qui renvoie là-bas et puis on revient à l'histoire contemporaine et c'est voilà l'histoire d'un père, d'un fils, du karma, de ces choses, des actes qu'on pose et de la manière dont ils peuvent venir nous hanter plus tard et de réfléchir à savoir si nos actes, nos actions ont des conséquences sur le reste de nos existences. Voilà, donc c'est un roman, donc ça veut dire que c'est une histoire inventée. Mais ce qui persiste en moi, lui, c'est mon second roman, qui est aussi un roman qui a plutôt bien marché avec super accueil presse et puis qui a bien fonctionné, qui lui a en filigrane le conflit rwandais, celui de 94 et du génocide, ou des génocides en fonction de comment on a envie de prendre des risques au niveau de la réception de ce genre de propos, mais c'est pas ça le truc ici, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais laisser passer l'avion. Et donc ce roman, qui était un texte plus ambitieux, lui, voilà, c'est plutôt l'histoire d'un jeune gars qui se retrouve à faire sa première mission au moment, il est sur place au moment du début du génocide et c'est les premiers contacts pour cet occidental, ce jeune occidental qui n'est pas spécialement plus nanti qu'un autre, mais quand on est né en Occident, on est déjà
plus nantis que beaucoup d'autres, rien que par la loterie de la naissance, et qui se retrouvent confrontés à la dureté, au tragique de l'existence, et dans toute sa splendeur, ou dans toute son horreur plutôt, au milieu de qui va se retrouver projeté directement suite à la destruction de l'avion du président Habyarimana en 1994, le 6 avril à 20h22. Et il se retrouve projeté dans cette horreur qui se met en place, qui se déclenche parce qu'elle est déjà mise en place depuis longtemps. Ça on le sait après, mais là aujourd'hui on le sait. Que c'est quelque chose qui était déjà mis en place et prévu. Et puis ça se déclenche, et puis ça va très vite, et puis ça va très très vite. On atteint rapidement plusieurs centaines de milliers de morts, et puis dans des conditions effroyables. Et lui est confronté à tout ça. Et puis c'est un soldat, donc il fait ce qu'on lui demande, ou il ne fait pas également ce qu'on lui dit de ne pas faire et qu'il pense qu'il serait peut-être bon de faire, intervenir dans certains cas, etc. Et tout ça va finalement le renvoyer au pays avec d'énormes frustrations, cicatrices, et ça va se télescoper dans ces histoires d'amour, dans ces histoires de civils finalement, loin de tout ça, retour justement dans les espaces plus nantis, dans les espaces, dans nos sociétés, et il va devoir essayer, si pas de se reconstruire, il va tout simplement devoir se réadapter suite à ça, et on assiste finalement quelque part à la continuité de la descente aux enfers de ce gars. Et moi, tu vois, il y a un terme qui m'a bien fait comprendre qu'effectivement, en tant qu'occidental, de toute façon, on est forcément nanti. Tu sais, on parle toujours du tiers-monde. Oui. Les anglo-saxons utilisent le terme first world pour pour l'Occident, quoi, pour ces sociétés-là. Et c'est ce décalage aussi qui amène beaucoup d'incompréhension dans notre monde et même dans nos sociétés. Comme je te le disais avant de venir, tu traverses la rue et tu te retrouves parfois dans un monde totalement différent où ça peut être très compliqué de s'entendre. Ouais. Tout à fait. Ce qui fait, et là on est quasiment en train de faire une rétro-boucle avec le tout début de ce qu'on disait, en disant que effectivement nos sociétés elles sont toujours plus complexes. On sent qu'on est dans un monde qui se tend toujours plus. Que les possibilités de décrochage localisées, voire globalisées, sont toujours plus nombreuses, et c'est pour l'observateur curieux du monde, et le gars qui aime pas être spécialement, ceux qui apprécient ne pas être pris au dépourvu complètement, c'est un bon moment pour se préparer, ou en tout cas réacquérir certains savoir-faire. Ou certains savoirs qui ne doivent pas juste être laissés à l'état-providence, parce qu'il a pas mal de trucs à faire, et il semble parfois d'ailleurs un peu débordé par la tâche, donc voilà. Non, mais même, et puis même, je dirais, sans tomber dans la caricature de collapso, vraiment effondrement, etc. Il y a des gens simplement qui vivent à 25 km d'un hôpital, quoi. Et je trouve que moi qui ai grandi en Bretagne, j'ai pas grandi spécialement dans un coin paumé, on peut pas dire ça. Mais en France, dès qu'on quitte un petit peu la banlieue parisienne, ça devient très compliqué en fait de trouver un hôpital, de trouver une maternité, ce genre de choses. Et je trouve que c'est pour ça que ce sont aussi des savoir-faire que tout le monde devrait posséder. Si on doit n'écouter que les médias, que les journaux, que la télévision, que je n'ai pas depuis des années, on a l'impression effectivement qu'au coin de la rue, on trouvera toujours un policier, on trouvera toujours un médecin, on trouvera toujours un secouriste. Alors qu'en réalité, la première personne qu'on peut trouver, c'est nous-mêmes. Ouais. Ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Aujourd'hui, on parle de 8 à 10 minutes ou 12 minutes de temps d'intervention pour les secours professionnels en milieu réellement urbain. Ça passe de 12 à 14 dès qu'on est en périurbain, et ça peut aller, mais là on est plutôt sur les statistiques officielles, jusqu'à 35 minutes quand tu es dans les Pyrénées. Ouais. Peut-être 35 minutes, c'est vachement... Moi quand j'étais gamin, là où j'ai grandi, tu avais le choix soit d'appeler
les pompiers qui avaient la caserne juste à côté dans la ville, qui pouvaient venir chez toi en 5-10 minutes pour ensuite te transporter à l'hôpital avec 25 minutes de route, ou alors tu pouvais appeler le SAMU et ils mettaient 45 minutes avant d'arriver. 47 minutes. Ouais. Et ensuite, 10 fois, quoi. Et ensuite 45 minutes pour retourner à l'hôpital. Ouais, tout en sachant que les gars qui vont venir te chercher, ils ont aussi que ce qu'ils ont avec eux, à la fois en matière de connaissances et en matière d'équipement, quoi. Ils viennent avec une camionnette, quoi. Des camionnettes bien équipées, mais des camionnettes quand même, quoi. C'est pas non plus... Exactement. Voilà. Et les premiers soins, le secourisme, peu importe la terminologie. Le problème, c'est que c'est un truc qui n'est pas facile à vendre. Mais à vendre, je veux dire comme idée. Je ne parle pas spécialement comme produit, comme idée. Parce que c'est pas sexy. C'est clair que c'est pas sexy. Et j'ai vraiment l'habitude de commencer mes conférences, ou plutôt mes conférences, parce que mes formations, quand les gens sont en formation, en général, c'est qu'ils ont soit une raison d'y être, à savoir ils ont été envoyés par un responsable. Il me reste un fond. Ok. Il y a des mouchettes. Ils ont été envoyés, donc il y a certainement une raison pour laquelle ils suivent cette formation. Ou les autres, ils viennent de leur plein chef, donc ils sont convaincus. Mais sur les conférences, je commence souvent par dire que le secourisme, les premiers soins, c'est vraiment le genre de compétences dont on se fiche complètement jusqu'au jour où on en a besoin. Exactement. Pour soi ou pour son fils, sa fille, sa femme, son mari, peu importe, ou pour tout simplement un citoyen, parce que on parle toujours de l'individualisme et de l'égoïsme de nos sociétés. Moi, toutes les situations compliquées dans lesquelles j'ai été jusqu'à présent, j'ai toujours vu des gens qui essayaient quand même de s'entraider et de faire pour un mieux. Mais malheureusement, souvent les compétences, elles pouvaient manquer. Et voilà, c'est le genre de truc où jusqu'au jour où tu sois à la place de ce randonneur dans le fond de son trou, tu te dis putain merde, j'aurais peut-être dû y passer. Ou même à la maison, j'ai un collègue de boulot qui a failli y passer il y a 1 an. Il était devant la télé avec sa gamine d'un côté, sa femme avec le bébé de l'autre, et il mangeait. Il a avalé de travers un bout de pain. Et sa femme a été incapable de lui faire Heimlich ou quoi que ce soit. Et c'est lui qui se l'est fait tout seul au sol à se forcer à vomir, etc. Mais il a failli y passer. Ah oui, tu peux claquer là bêtement, tu vois. Et là, ça lui a fait prendre de grosses... ça lui a mis une claque de réalité en fait dans la gueule, ce qui fait que voilà, sa femme a été formée, lui il s'est reformé, même ses gosses ont été formés après. Et tu vois, là, je vais me réconcilier complètement avec la Croix-Rouge qui a été un truc. C'est que là, par exemple, et c'est là, je te disais que, par exemple, ce secourir, le concept sur lequel je travaille actuellement, il vient en complément de ça. C'est pas parce que ça, ce qui existe, c'est pas bon. C'est de la complémentarité. Parce que Heimlich, ils vont arriver, eux, à la Croix-Rouge, justement, à dédramatiser et peut-être à rendre possible à une personne ultra sensible qui va pas être en mesure d'entendre parler un barbu de concepts militaires qui sont ramenés au civil, machin, et que ça va heurter. Aujourd'hui, on est en plus dans une société où on est assez vite heurté, même par les mots. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Et la Croix-Rouge, au moins, elle a cette force, c'est de pouvoir dédramatiser les situations. Et au moins, il y a quand même des messages qui sont passés et des gestes. Les gens ramènent des choses chez eux, où ils sont peut-être pas, il faudrait voir au niveau de l'efficacité sur l'implémentation de ces gestes, mais au moins ils ont une idée quand même de ce qui s'est passé parce que c'est accessible et donc c'est intéressant, mais de nouveau c'est des choses auxquelles on s'intéresse réellement que le jour où on a besoin et ce jour-là, si c'est une situation très compliquée, ça peut être trop tard. Donc ça doit selon moi faire partie d'un parcours de citoyen de se former à ce genre de choses. Alors aujourd'hui, c'est plus une volonté de l'État. Ça a été très différent, je dis ça a été, même si c'est encore un peu le cas en Suisse depuis toujours, le citoyen soldat et les citoyens sont formés. Alors ça semble se perdre un petit peu aussi en Suisse, mais aujourd'hui c'est toujours là. C'est quelque chose qui s'est complètement perdu ici ou même chez moi en Belgique. Même si maintenant je suis sartois d'adoption, mais voilà, ça s'est complètement perdu quoi. Comme tu disais tout à l'heure, on s'en remet à l'État et il sera toujours là pour nous, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dépend où on vit. Voilà, ça dépend où on vit, c'est clair.
À Paris, ça devrait fonctionner. Dès qu'on est un peu en campagne, peut-être plus. Ce qu'on appelle la France périphérique. La France périphérique, d'accord. C'est un joli mot, non? Oui, c'est pas mal. Je ne sais plus qui est le géographe qui avait développé ce concept, mais c'est un mot qui fait sens. Ouais. Voilà. Il suffit de t'éloigner du périph'. Et très vite, tu vois la densité de services qui commence vraiment à péricliter. Ouais. Là, autant c'est d'avoir quitté la ceinture, autant avoir... La dernière fois que j'ai eu besoin de ce kit et de ces connaissances, c'est... Parce que statistiquement, ces chiffres-là, on peut les regarder aussi sans en avoir peur. C'est juste de la réalité, quoi. Les accidents de voiture, le nombre d'accidents de voiture qui arrivent en campagne, où moi c'est la dernière fois que j'ai eu besoin de ce kit, c'est pas sur une zone de conflit, c'est pas sur une de mes missions africaines, c'est pas avec les Rangers, c'est rien de tout ça. C'est sur un accident de voiture où je suis arrivé et la personne, elle saignait massivement au bras par une tôle qui s'était vraiment bien encastré dans un pylône, et une tôle de sa voiture l'avait complètement arraché le biceps et l'artère qui passe là, et il pissait vraiment bien le sang. C'est-à-dire que moi j'arrive, ça s'est produit quelques secondes avant que je n'arrive, une quarantaine de secondes, quoi. Et le kit il est là, il est utile, ça fonctionne et ça marche. Si tu l'as pas, voilà, tu sais, une personne qui grossit les statistiques. Ouais. Voilà, donc c'est ça. On peut faire le petit rappel de tes publications, du coup, qui sont juste devant. Ouais. Donc, Secourir en zone hostile, la première édition, Se traiter ou traiter efficacement un blessé, c'est un livre de 124 pages. Et puis, plus récemment, fin de l'année passée, Secourir en situation dégradée, un guide de terrain, donc un format 10-15 avec des spirales, pour le mettre dans une poche cargo ou dans un sac à dos, qui est un condensé expurgé du livre Secourir en zone hostile. Ouais, pour le coup, c'est un memento, quoi. Vraiment, tout à fait. Ouais. C'est des fiches. Quoi. C'est une succession de fiches avec un système évidemment de couleurs basé sur les zones, des systèmes de renvoi, des organigrammes qui permettent, ça c'est différent par rapport au livre, de s'en servir quasiment comme une feuille de route, dans l'ordre, quasiment à la tête du blessé si c'était nécessaire parce qu'on ne se souvient plus, avec un renvoi vers les fiches techniques au cas où les gestes sont oubliés. Alors très pratique évidemment pour s'entraîner sur un mannequin ou sur un collègue à réviser comment fonctionnent les choses. Et puis là tout dernièrement l'équivalent en anglais. Voilà. Et on peut également te lire dans le magazine Survival. Tout à fait. Ouais, j'écris fréquemment dans le magazine des articles sur cette thématique. C'est ça qui a renvoyé ensuite à l'ouvrage. Oui, exactement. Le premier livre est né des articles, ces articles qu'on fait que ça a débouché sur le livre. Super. Quelque chose à ajouter peut-être? Quelque chose à ajouter. Quand même, tu proposes des formations avec l'entreprise MTP, c'est ça, si je ne m'abuse? Non, MTP, c'est... Donc, moi, avec Patrice de Harlay, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Celops, qui était une des premières sociétés francophones sur le marché à travailler sur ce type de formation. Donc là, elle fête ses 10 ans. Et puis, Celops possède deux marques, une qui s'appelle Se Secourir, qui est le programme ce dont on a parlé tout à l'heure, qui essaye qui a pour mission, pour objectif de changer ce concept de premier soin en conscientisant le fait que l'opérateur est lui-même sa meilleure chance de survie. Et donc ça, il y a dedans un module pour les professionnels, un module pour les citoyens, un module pour loin de toute aide médicale et un module autour du véhicule pour les professionnels également.
et possède également une deuxième marque qui s'appelle Solutions Trauma et qui là, bon, on en a parlé tout à l'heure, développe des systèmes de kits individuels et collectifs, une gamme grand public et donc à partir d'avril, comme je l'ai dit tout à l'heure, une gamme pro 1000 spec pour les professionnels armés ou non armés en zone hostile. C'est ça. Et j'ai confondu avec MTP qui est une société pour l'apprentissage du tir. En fait. Oui, tout à fait. MTP, c'est un partenaire, c'est les gens avec qui on travaille beaucoup, où on donne toutes les formations de secours tactique pour MTP. Et donc, ouais, c'est la société de Cédric Charles, qui est, si on veut se former au tir, une très très bonne boîte. On travaille dans le même état d'esprit. Très bien. Bah, je te remercie, Joël. Bah, c'est moi qui te remercie, Alban. Merci pour ton temps. Qui est précieux, je sais. Oui, et toi, merci. Il y a longtemps qu'on disait qu'on devait le faire depuis la première fois qu'on s'est vu. Avant cette guerre bactériologique chinoise. Tout à fait, au salon du survivalisme. Et puis voilà, on y est. Donc merci à toi.